Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite les ruines montagneuses d'Oman. Des dizaines de ruines incroyables ont été découvertes à travers un paysage montagneux où le soleil est si brûlant qu'il pourrait donner à votre peau l'aspect d'un rôti. À Oman, des chercheurs du Centre polonais d'archéologie méditerranéenne ont quêté dans la vallée de Koumaïra lorsqu'ils ont trouvé quelque chose d'incroyable. Ils ont mis au jour plus de 50 ensembles de ruines répartis sur 10 colonies oubliées. Il s'agissait de villes et de villages datant d'il y a 4000 à 2300 ans et dont personne ne connaissait l'existence. Ils étaient là pendant tout ce temps, dispersés sur les montagnes, brûlés par le soleil du Moyen-Orient. Mais de loin, la partie la plus excitante de la découverte est venue sous la forme d'immenses tours rondes. Imaginez des sortes de donjons en grès émergeant du flanc d'une montagne, avec un mage admirant le paysage du haut. C'est un peu ce que les archéologues ont retrouvé ici, sauf qu'il n'y avait pas vraiment de mage. Par contre, il y avait une variété de tours en ruine dans les colonies densément regroupées. Les chercheurs pensent qu'elles servaient à la défense ou à l'observation, voire une combinaison des deux. Les tours étaient construites au-dessus des intersections des vallées, probablement pour surveiller les allées et venues dans le royaume. Les villages sur la montagne se trouvent à environ 225 km de Mascate, la capitale d'Oman. Le puzzle que les experts tentent maintenant de résoudre est pourquoi ces colonies ont été construites ici et comment elles ont prospéré dans une chaleur aussi accablante. Les scientifiques omanais et polonais pensent que cela pourrait être lié à un boom économique de l'âge du bronze. Une partie de leur raisonnement vient du nombre impressionnant d'ateliers qu'ils ont découverts. L'équipe a découvert des outils pour écraser le minerai, des parois de four pour la fonte du cuivre, ainsi que les restes de nombreux ateliers. Il semble que la plupart des villages aient été impliqués dans un vaste projet d'industrialisation. Cependant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les scientifiques ne connaîtront probablement jamais toute l'histoire de ces villages mystérieux, car il ne reste d'eux que de la poussière et des roches. Nous n'avons donc que notre imagination pour déduire à quoi ressemblait la vie dans un tel endroit à une époque aussi ancienne. Les portes de Mésopotamie. En Mésopotamie, des archéologues ont récemment découvert une incroyable ville perdue qui appartenait à une mystérieuse civilisation de montagnards. Cette ville a été découverte aux portes de la Mésopotamie, au bord des monts Zagros. La cité perdue, découverte sur le site de Kunara, a été une immense surprise pour les chercheurs. Ils ont mis au jour des fondations de pierre, des tablettes en ruine et une poignée d'artefacts datant de 4000 ans. Ils ont également identifié des preuves d'élevage, d'irrigation et de commerce très étendu. La ville est actuellement sans nom, bien qu'on espère que cela changera bientôt. Mais même sans nom, les preuves déjà découvertes prouvent que cette cité était autrefois immense. Elle se trouvait à la frontière de la Mésopotamie et des terres hostiles au-delà, à l'époque de l'Empire d'Akkad. Et ceux qui vivaient dans ce berceau de l'humanité étaient à la limite de ce royaume ancien. Leurs savants comprenaient l'akkadien et le sumérien. En étudiant les écrits cunéiformes sur le site, les archéologues ont même trouvé une nouvelle forme de mesure. Les habitants de la ville mesuraient les liquides avec des gures, une unité de mesure totalement unique, jamais vue ailleurs. Il s'agissait d'une manière de mesurer les liquides et selon les estimations, il s'agissait d'un cube d'eau équivalent à environ 302 litres. L'équipe scientifique espère faire bientôt de nouvelles découvertes. Ils ont déjà daté les tablettes autour du 22e siècle avant l'ère commune, ce qui en fait les plus anciennes tablettes cunéiformes jamais découvertes au Kurdistan irakien. Trouver des reliques anciennes dans un tel endroit est la routine. Mais même pour les standards locaux, cette découverte est très ancienne. Le chercheur Aline Tenou a déclaré que personne n'imaginait que des tablettes cunéiformes seraient découvertes dans une région si éloignée. Cette ancienne cité perdue d'un montagnard aux portes du premier empire mésopotamien est assurément exceptionnelle. Les dieux perdus de Colombie. À plus de 3000 mètres d'altitude, le grand mont Huayca s'élève dans les nuages. Cette montagne légendaire est le foyer des dieux perdus de Colombie, des divinités étranges mais puissantes dont peu de gens connaissent l'existence. Le Grand Mont se trouve juste à l'extérieur de la capitale Bogota, pris en sandwich entre Tabio et Tenjo, où vivent encore aujourd'hui des descendants des anciens Indiens Muisca. Il y a des milliers d'années, bien avant l'arrivée des Espagnols, les Muisca vénéraient la montagne. Leur culte y célébrait des cérémonies et faisait même des sacrifices en nom de leur dieu, en particulier la déesse Huitaca. La culture Muisca s'est formée il y a environ 2500 ans, bien que personne ne sache exactement quand. Ils vivaient dans la région de Bogota, répartie entre les vallées et les habitations perchées dans les montagnes. Et leur civilisation a connu son apogée autour de 600 de notre ère. Les Muisca
n'étaient pas des nomades primitifs. Les scientifiques pensent qu'avant leur disparition prématurée, en 1600, la civilisation avait atteint les mêmes sommets que les Mayas, les Aztèques et les Incas. Tout comme ces autres civilisations, les Muiscas avaient un panthéon de dieux vibrants et excitants. Des dieux tels que Sueya, le seigneur du soleil, et Bachue, la déesse de l'eau. Il y avait Chie, la déesse de la lune, et n'oublions pas Chipchacum, le dieu des marchands et des métallurgistes. Et une très grande partie de la religion Muisca était centrée autour du mont Huayca, et pour une bonne raison. Il y a beaucoup d'activités ici, même aujourd'hui, le lieu est considéré comme l'un des plus grands points d'observation de phénomènes paranormaux en Amérique du Sud. Et depuis plus d'un siècle, les gens ont observé des lumières mystérieuses se déplacer autour du sommet de la montagne. Les habitants appellent même la montagne la porte des dieux. Et il y a même eu tant de discussions et de tapages à ce sujet que des chercheurs modernes s'y sont rendus pour chercher des preuves de ces activités paranormales. Mais la question est-ce que les anciens Muiscas vénéraient la montagne parce qu'ils y voyaient les mêmes lumières mystérieuses qu'aujourd'hui, ou bien les gens y voient aujourd'hui des lumières mystérieuses parce que les Muiscas les associaient à des divinités? Les secrets de la mer Morte. En 1961, la plus ancienne couronne du monde a été découverte dans une sombre caverne creusée dans le flanc d'une falaise surplombant la mer Morte. Je pense que nous avons tous rêvé de porter une couronne au moins une fois, mais je vous garantis que celle-ci ne ressemblait pas à celle de vos rêves. Cette couronne est assez basique, un morceau de cuivre usé qui ressemble à quelque chose que vous pourriez trouver dans une pile de dents. Mais en réalité, c'est un trésor ancien. Elle a été découverte enveloppée dans un tapis de paille au fond de la grotte dans le désert de Judée, tout comme les rouleaux de la mer Morte ont été trouvés cachés dans des pots dans des grottes voisines. La couronne n'était pas seule non plus. Elle a été retrouvée avec plus de 400 autres précieuses reliques, 442 pour être précis. De magnifiques antiquités en cuivre, en pierre, en ivoire d'hippopotame et même en ivoire d'éléphant. Ce trésor est désormais connu sous le nom de Or de Naal Mishmar, daté d'environ 3500 ans avant notre ère. La couronne de cuivre aurait été portée par un souverain il y a 5000 ans, bien avant que les premières villes de Mésopotamie n'aient de puissants rois. Et dans le trésor, les archéologues ont même trouvé un sceptre tout aussi usé que la couronne et fait de bronze. Le sceptre est décoré de ce qui ressemble à des bois de cerf, bien que certains l'appellent la baguette des chèvres. Alors, à quoi servaient ces trésors incroyables? Et qui était le roi qui portait cette couronne de cuivre tordue? Et pourquoi tous ces objets ont-ils été cachés au fond d'une grotte et oubliés pendant presque toute l'histoire de la civilisation humaine? Ce sont des questions sans réponse qui rendent ces découvertes si incroyables. Les archéologues pensent que le trésor a été pris dans un temple abandonné environ 11 km au sud de l'endroit où il a été trouvé. Mais ce n'est qu'une théorie. Une autre théorie est que les objets provenaient d'un entrepôt de marchands et ont été cachés dans la grotte pour les mettre en sécurité. D'un autre côté, la grotte aurait très bien pu être un lieu cultuel à part entière, utilisé dans le cadre de très étranges rituels. La couronne n'aurait peut-être pas appartenu à un roi ou une reine, mais peut-être à un sorcier ou un adepte d'une secte qui brandissait sa baguette de chèvre lors de cérémonies bizarres. Quoi qu'il en soit, le sceptre et la couronne ont probablement beaucoup d'histoires à raconter, si seulement ils pouvaient parler. L'autoroute viking. Dans les montagnes norvégiennes, la fonte des glaces révèle des secrets des jours des vikings et même d'avant. Ces montagnes faisaient autrefois partie d'une grande autoroute viking et désormais, les trésors perdus par les personnes qui voyageaient sur cette route sont découverts comme des détritus sur le bord d'une autoroute moderne. Tout a commencé avec une très vieille chemise datant de 1800 ans. Je ne voudrais pas porter cette chose, peu importe le nombre de cycles dans la machine. L'archéologue Lars Holger Pilot était présent lorsque ses collègues ont extrait la tunique en laine ancienne d'une plaque de glace fondante sur la montagne Lomsegen. Elle ressemblait à une sorte de vieux sous-vêtement sale sorti d'une flaque de boue, ce qu'elle était en quelque sorte, sauf qu'elle était vraiment très vieille. Et en mettant de côté la saleté et l'état de la chemise, c'était une très grande découverte. Les archéologues ont réalisé qu'il y avait sûrement d'autres trésors dans la montagne, elle-même enveloppée de brouillard et incrustée de glace. Et en scannant la zone, les archéologues ont réalisé quelque chose de choquant. Lars était sans voix face à un champ d'objets qui n'avait pas été exposé à la lumière du jour depuis des siècles. Il y avait des traîneaux cassés, des outils et des effets personnels éparpillés sur la plaque de glace. Ces objets avaient été totalement congelés sous la glace, mais ils étaient maintenant révélés grâce au réchauffement climatique. Ce qui a suivi a pris des années de recherche.
plus de 1000 artefacts ont été découverts et ils datent d'environ 300 à 1500 de notre ère et rassemblés, ils racontent une histoire où le col de montagne servait de corridor de voyage. Mais qui au juste emprunté cette route? Pas les Vikings au début, puisqu'ils n'existaient même pas il y a 1800 ans. Mais leurs ancêtres, eux, voyageaient bel et bien sur cette route. Ils se déplaçaient depuis les établissements permanents le long de la rivière Ota jusqu'à des fermes en altitude de l'autre côté du col de montagne. Les établissements étaient utilisés pendant l'hiver, puis, à la fin de l'hiver, les voyageurs se hâtaient vers leurs terres agricoles pour commencer à cultiver. Et en traversant les montagnes, ils laissaient derrière eux une tonne d'objets, allant de fer à cheval aux chemises sur leur dos. Puis les températures ont brusquement baissé, ou plutôt, elles ont baissé encore plus. Des calottes glaciaires ont commencé à se former à des altitudes bien moins élevées et les glaciers sont arrivés comme des invités indésirables. Et les artefacts laissés au bord de la route ont été recouverts par la glace. Le froid persistant a rendu l'usage de la route impraticable et après que la peste bubonique ait décimé la Norvège dans les années 1340, le col a perdu son importance et d'ici 1500, il fut totalement abandonné. La découverte incroyable de la famille Lykov. En 1978, des géologues soviétiques se sont rendus dans les contrées sauvages de la Sibérie pour mener des recherches scientifiques. Mais ils n'auraient jamais pu imaginer, pas une seule minute, qu'ils allaient tomber sur une famille isolée vivant dans les montagnes. La famille vivait dans un tel isolement qu'ils n'avaient même pas connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Cette famille donne un tout nouveau sens à l'expression « vivre sous un rocher ». Et lorsque les scientifiques se sont aventurés dans la forêt très dense, en 1978, ils ont utilisé un hélicoptère pour chercher un endroit sûr pour atterrir. C'est le pilote d'hélicoptère qui a vu quelque chose d'étrange à 1800 mètres d'altitude sur le flanc d'une montagne. Il aurait très facilement pu passer à côté ou ne pas comprendre ce qu'il voyait. Il y avait une clairière manifestement créée par des humains au milieu d'une forêt de pins et de mélèzes. Le pilote a fait plusieurs boucles confirmant ses soupçons. Quelqu'un vivait sur la montagne à plus de 240 km de la ville la plus proche. Une équipe de 4 scientifiques a gravi la montagne jusqu'à la clairière où ils ont découvert une cabane abritée par les arbres. On aurait dit quelque chose tout droit sorti du Moyen-Âge, voire même quelque chose de pire qu'une maison médiévale standard. La cabane dans laquelle vivait la famille ressemblait plus à un terrier, une structure basse en rondin qui était glaciale, le sol était couvert de pommes de terre épluchées et de coquilles de noix. Il n'y avait qu'une seule pièce qui était moisie et presque en train de s'effondrer. 5 personnes vivaient dans cette cabane d'une pièce. Le chef de famille était un homme nommé Karp Lykov, membre d'une secte orthodoxe russe fondamentaliste ancienne connue sous le nom de Vieux Croyants. Karp avait emmené sa famille en Sibérie pour échapper aux persécutions lorsque les bolcheviks ont pris le pouvoir. C'était quelque chose que de nombreux vieux croyants avaient fait dans les années 1930, et alors que le christianisme était lentement éradiqué par les communistes. Karp et sa famille sont arrivés dans les montagnes en 1936 avec seulement quelques graines et quelques maigres possessions. Au départ, il y avait Karp, sa femme, leur fille Natalia et leur fils Savin. Ils ont ensuite 2 autres enfants nés dans la nature, Dimitri et Agafia. Les plus jeunes enfants n'avaient jamais vu un être humain en dehors de leur propre famille. Et jusqu'à l'arrivée des scientifiques, tout ce qu'ils savaient du monde extérieur venait des histoires de leurs parents. Chaque membre de cette famille est mort sur cette montagne, à l'exception d'Agafia qui y vit encore aujourd'hui à 79 ans et survit paisiblement seule dans la nature, bien qu'elle reçoive beaucoup plus de visiteurs de nos jours. Vous pouvez même trouver de nombreuses vidéos d'Agafia avec ses chats sur YouTube. Perdu dans les montagnes. Faisons une petite pause dans l'histoire ancienne pour découvrir l'histoire effrayante d'un scout qui s'est perdu sur une montagne en 1939 et a miraculeusement survécu. Son nom était Don Fendler, l'enfant le plus célèbre dans les années 30. L'histoire de Don a commencé un mois avant son 13e anniversaire. Il était parti en vacances avec ses parents et ses frères et sœurs à Newport, dans le Maine, aux États-Unis. C'était une tradition familiale annuelle. Le 17 juillet, sous le chaud soleil d'été, Don s'est lancé avec sa famille dans l'ascension du mont Katahdin, la plus haute montagne du Maine, à près de 1600 mètres d'altitude. Et malgré ses 12 ans, Don était un grimpeur étonnamment doué. Lui, son père et ses frères et quelques amis de la famille ont pris la direction du sommet. Don a couru en avant de tout le monde, mais soudain, le brouillard s'est levé. Pris de panique, Don a fait demi-tour pour retrouver le reste du groupe. Mais il s'est perdu. Il s'est écarté du sentier
et s'est aventuré dans la nature sauvage. Après le brouillard, la pluie glacée est arrivée. Il ne faisait plus chaud et Don a erré sans but à travers la montagne, cherchant désespérément à retrouver le sentier. À un moment donné, il a perdu une chaussure, puis l'autre. Ensuite, il a perdu son pantalon, il a été dévoré par les moustiques et dérangé par les mouches, et à un moment donné, il a même perdu une partie de son orteil. Mais il y a une chose dont il se souvenait, et c'était une très bonne chose. Grâce à son expérience dans les scouts, Don savait comment cueillir des baies comestibles, mais surtout, il savait que pour retrouver la civilisation, il devait suivre un cours d'eau. Pendant ce temps, des équipes de recherche parcouraient désespérément la montagne à sa recherche. La situation était si sombre qu'il était sur le point d'abandonner. Les chiens avaient suivi la piste de Don jusqu'à un précipice de 120 mètres, plongeant vers une mort certaine. Même son père, selon ce qu'il a dit en New York Times, pensait que tout espoir était perdu. Mais le 25 juillet, plus d'une semaine après sa disparition, Don a été aperçu assis sur les rives d'une rivière et pleurant. Il se trouvait à près de 56 km de l'endroit où il s'était perdu. Il était passé de 34 kg à 26 kg. Et une fois rétabli, Don est devenu une véritable célébrité. Il a eu droit à une parade à son retour et a été présenté dans le magazine Life. Le scout a même reçu une médaille de bravoure des mains du président Franklin D. Roosevelt. Et le 10 octobre 2016, Don Fiedler, l'enfant qui a survécu à la montagne, est décédé à l'âge de 90 ans après une longue et riche vie, une vie qu'il avait presque perdue avant même qu'elle ne commence. Grotte de Pentel. La grotte de Pentel, nichée dans la grandeur des monts Pentéliques en Grèce, est un site d'une importance historique considérable, et ce, depuis des millénaires. Les marbres extraits ici ont jeté les bases de structures illustres telles que le Parthénon et d'autres sites athéniens très renommés. Mais la montagne ne recèle pas que des minéraux précieux. Dans ces forêts de pins se cache une caverne, la grotte de Pentel, qui s'étend sur environ 61 mètres de long et s'élève jusqu'à 20 mètres de hauteur. À l'intérieur de cette grotte se trouve un réseau complexe de tunnels dont l'un mène à une ancienne piscine souterraine qui était autrefois considérée par les Grecs comme un portail vers un monde souterrain. La grotte de Pentel perpétue des mythes et des légendes depuis toujours. Dans l'Antiquité, ce lieu était associé au dieu espiègle Pan ou Pan, car les archéologues ont découvert des objets représentant Pan cachés dans les niches de la grotte. Il pourrait s'agir d'un lieu d'activité rituelle dédié à l'honneur de ces divinités malicieuses. Et avec l'avènement du christianisme en Grèce vers le 1er siècle de notre ère, la grotte de Pentel est devenue un véritable refuge pour les ermites religieux et les moines solitaires. Une église en ruine, prétendument construite au XIe siècle, garde l'entrée de la grotte, mais ses véritables origines restent entourées de mystères. Certains pensent qu'il s'agissait d'une église gnostique, mais il n'existe pas de document historique définitif. Et récemment, la grotte de Pentel est devenue un centre d'activité paranormale. Des visiteurs ont affirmé avoir entendu des voix désincarnées résonner dans les profondeurs de la grotte, tandis que des prétendues observations d'ovnis ont été relativement fréquentes dans les années 1960 et 70. Des randonneurs racontent des événements très étranges, comme de la musique lancinante qui s'échappe de l'entrée de la grotte, comme si elle était jouée par le dieu Pan lui-même ou ses nymphes. Et l'un des événements les plus étranges concernant la grotte de Pentel s'est produit en 1977, lorsqu'une organisation énigmatique est arrivée sur les lieux, bouclant la zone avec du fil barbelé et déclenchant des explosions de dynamite dans la grotte. Des bulldozers ont été amenés au sommet de la montagne où la nature de leur activité souterraine est restée complètement secrète. Les spéculations allaient bon train, allant de l'implication de l'OTAN et du gouvernement américain dans l'établissement d'une installation nucléaire à leur supposée découverte d'un portail interdimensionnel qu'ils tentaient d'activer. Et au bout d'un certain temps, l'organisation est partie soudainement, laissant derrière elle un ensemble d'équipements abandonnés. L'église située près de l'entrée a été gravement endommagée et d'étranges couloirs en béton ont été découverts à l'intérieur de la grotte. Mais quel que soit le but des travailleurs, il reste une énigme. Et bien qu'il soit revenu brièvement dans les années 90, le ministère grec de la culture est intervenu, les obligeant à quitter les lieux. Tout cet épisode reste une énigme. Et aujourd'hui, la grotte de Pentel
reposent dans un isolement tranquille, dégageant une aura pour le moins troublante. Et ces ruines en Antarctique pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.